Le président de la République regagne Nouakchott en provenance de Séville, en Espagne, où il a participé à la 4e session de la conférence internationale sur le financement du développement. Lors de sa participation à une session de discussion de haut niveau sur l'avenir de la coopération internationale, le président de la République souligne la nécessité de reconstruire la solidarité mondiale sur des bases plus justes et plus efficaces. Le Premier ministre reçoit une délégation d'investisseurs britanniques. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs et merci de vous joindre à nous. Son Excellence le Président de la République, M. Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani, a regagné Nouakchott en provenance de Séville, en Espagne, après avoir participé aux côtés de plus de 70 chefs d'État et de gouvernement et de responsables d'institutions financières internationales à la 4e session de la conférence internationale sur le financement du développement. À son arrivée à l'aéroport international de Nouakchott, Son Excellence le Président de la République a été accueilli par le Premier ministre, M. Mokhtar Ould-Diaye, le ministre secrétaire général de la Présidence de la République, M. Moulay Mohamed Laqdaf, les ministres conseillers à la Présidence, M. Mohamed Ould Abdallahi Ould Adman et Mme Aïssata Ba Yahya, le ministre de la Justice, M. Mohamed Mahmoud El-Cheikh Abdallah Ibn Boye, le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Mauritaniens de l'extérieur, M. Mohamed Salm Merzoug, le ministre de la Défense et des Affaires des retraités et des enfants de martyrs, M. Hanan Ould-Sidi, le ministre de l'Intérieur, de la promotion de la décentralisation et du développement local, M. Mohamed Ahmed Mohamed Lemine, le chef d'état-major particulier du président de la République, le général de division Brahim Val Chebani Cheikh Ahmed, la directrice adjointe du cabinet du président de la République, Mme Gandega Fatimata, le wali de Nouakchott-Ouest, M. Mrabbi Rabou Bounen Oul Abidine, et la vice-présidente de la région de Nouakchott, Mme Hawa Sidibé. Son Excellence le Président de la République était accompagné au cours de ce voyage par une importante délégation comprenant Madame Mariam Ntedda, Première Dame, M. Nani Ould-Chrouqa, ministre chargé du cabinet du Président de la République, M. Sid Ahmed Ould-Lubou, ministre de l'économie et des finances, Mme Zainabou Mt'Alissal, ambassadrice de Mauritanie à Madrid, M. Sidi Ould Mohamed Laqdaf, représentant permanent de la Mauritanie auprès des Nations Unies à New York, M. Harouna Traoré, chargé de mission à la présidence de la République, et M. Hassan Ould-Zayn, conseiller à la présidence de la République, et M. Hassan Ould-Ahmed, directeur général du protocole d'État. La participation du président de la République à cette conférence a traduit l'engagement profond de la Mauritanie par rapport aux questions du développement équitable et durable, ainsi que sa volonté de contribuer efficacement à la construction d'un système de financement international plus équitable, répondant aux aspirations des pays en développement et des pays les moins avancés. Donc la première question que je voudrais vous adresser, de la conférence internationale sur le financement du développement, le président de la République, son Excellence M. Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani, a participé ce mardi à Séville, en Espagne, à un panel de discussion de haut niveau sur l'avenir de la coopération internationale. Répondant aux questions qui lui ont été posées, il a appelé à reconstruire la solidarité mondiale sur une base plus juste et plus efficace. Écoutons les questions-réponses de cette intervention. Que je voudrais vous adresser. Que pensez-vous véritablement de l'avenir de la coopération au développement? Et nous pouvons peut-être commencer avec vous, Monsieur le Président. En fait, effectivement, cette problématique de coopération existe, elle est là devant nous. Je pense que pour redynamiser l'architecture de la coopération au développement et accroître son efficacité, plusieurs instruments peuvent constituer des approches qui pourraient contribuer de manière significative à la recherche de solutions ou l'amélioration de la situation. Nous pensons tout d'abord à une approche fondée sur des partenariats équitables qui consiste à encourager des cadres de partenariat entre pays donateurs et pays bénéficiaires avec un véritable partage du pouvoir décisionnel. Et valoriser aussi les expériences et les expertises
et ressources du Sud global en complémentarité avec les donateurs traditionnels. Deuxièmement, je pense qu'il faut voir un peu le côté financement innovant et mixte, qui, en combinant des financements publics et des investissements privés pour catalyser les ressources supplémentaires vers les objectifs de développement durable, utiliser des mécanismes comme le financement conditionné aux résultats ou les contrats à impact social qui conditionnent le décaissement des fonds à des résultats mesurables. Le côté transparence et confiance, là aussi, lui, est très important. On l'a souligné ici tout de suite. Il faut effectivement penser à la mise en place des systèmes interopérables de suivi de l'aide en temps réel. De même qu'il faut utiliser les données ouvertes pour améliorer la redevabilité, faciliter la coordination et orienter des décisions stratégiques. Un autre volet aussi nous semble important, c'est celui du renforcement des systèmes nationaux. Ça peut se faire à travers l'encouragement des donateurs à utiliser les systèmes nationaux de planification, de budgétisation et de suivi tout en les renforçant. Il serait aussi, de notre point de vue, important de voir comment simplifier les exigences des bailleurs pour réduire les coûts administratifs supportés par les pays partenaires. Là aussi, il y a lieu de penser à une réforme des instances multilatérales en donnant une voix plus forte aux pays en développement dans les instances décisionnelles multilatérales comme l'Organisation des Nations Unies, les banques de développement, etc. Et l'utilité aussi de rationaliser les multiples fonds et instruments pour réduire la fragmentation et améliorer la lisibilité de l'architecture internationale. En conclusion, pensons que la redynamisation de la coopération passe nécessairement par un changement de paradigme. Il faudrait passer d'une logique de donateur bénéficiaire à une logique de partenaire stratégique plutôt. Cela exige des instruments plus agiles, des approches plus inclusives et une gouvernance renouvelée à tous les niveaux, local, national et mondial. Vous avez parlé du stress auquel est soumis l'univers multilatéral. Parfois, ça semble un débat intellectuel, mais en fait, je me demande, vous, Excellence, si ce monde multilatéral n'existait pas, s'il ne marcherait plus, quel type d'implication dans la vie réelle il y aurait dans vos pays? Est-ce que c'est quelque chose à laquelle vous réfléchissez? Il faut reconnaître quand même que le multilatéralisme est un peu en crise, mais il faut travailler sur cet axe pour voir qu'est-ce qui peut être fait pour protéger la coopération au développement face à cette crise du multilatéralisme. Et nous pensons que plusieurs leviers peuvent être mis en action dans ce sens. Premièrement, il faudrait peut-être promouvoir les partenaires multilatéraux, notamment à travers le soutien aux réformes et institutions internationales telles que l'ONU, telles que l'Organisation mondiale pour le commerce, telles que la FAO et les banques multilatérales de développement pour garantir que les États membres collaborent sur des objectifs communs. Il faudrait également voir comment encourager la formation de coalitions entre pays, entre pays et ONG, entre pays et secteurs privés pour aborder des problèmes globaux comme le changement climatique, comme la lutte contre la pauvreté dans toutes ses dimensions. Donc de grandes problématiques sur lesquelles nous devons voir et chercher à avoir des actions collectives. Deuxièmement, nous pensons qu'il faudrait aussi concevoir des mécanismes de financement innovants pour attirer des investissements privés dans les projets de développement durable en les associant à des financements publics.
Il faudrait aussi promouvoir l'attractivité des pays en développement à travers la mise en place de fonds de garantie, d'assurance pour réduire les risques associés aux investissements. Et troisièmement, nous pensons qu'il faudrait aussi adopter de façon globale une approche proactive pour anticiper les crises, pour adapter les politiques publiques aux imprévus et aux nouvelles réalités. En somme, nous sommes persuadés qu'en mettant en œuvre ces stratégies ou des stratégies semblables, en essayant de voir un peu sur toute cette multitude d'axes, nous pouvons contribuer à rétablir la confiance entre les différentes parties prenantes, optimiser la coopération au développement et réaffirmer notre engagement en faveur du multilatéralisme, même dans un contexte mondial difficile. Effectivement, il faut le reconnaître. Donc, il ne s'agit pas seulement de sauver un système, mais surtout de renouveler un pacte de solidarité mondiale sur des bases plus équitables. Il y a une déclaration, un engagement qui a été signé à Séville. C'est une déclaration politique, peut-être pas contraignante, mais cela représente quand même un élan important. Alors, quelle est la priorité? En quoi est-ce que vous croyez fondamentalement? Qu'est-ce qu'il faut absolument mettre en œuvre de façon très pratique? Que faut-il mettre en œuvre dès demain? Je pense que effectivement cette déclaration est importante. Ce lien a besoin effectivement d'être harmonisé au profit du développement. Je parle des politiques de donateurs et des politiques de bénéficiaires. Là, il y a de part et d'autre des politiques qu'il y a effectivement utilité d'harmoniser, notamment en ce qui concerne l'utilisation et les procédures pour cette aide au développement. Nous devons chercher à renforcer le dialogue entre donateurs et bénéficiaires à travers des consultations régulières pour garantir une compréhension mutuelle des besoins, d'abord, aussi pour assurer une meilleure efficacité des moyens mis en œuvre. Il faut aussi encourager les donateurs à réaliser des évaluations approfondies des besoins, des priorités de ces pays bénéficiaires avant de définir les programmes d'aide. Il faut aussi que les pays bénéficiaires puissent bien comprendre qu'ils ont besoin d'être en permanence en situation d'apprentissage, un apprentissage continu, essentiellement pour permettre la mise en place des mécanismes de feedback pour ajuster les programmes d'aide en fonction des résultats et des leçons apprises. Il y a là aussi toujours besoin de promotion de la transparence et de la redevabilité. Et là, il y a utilité du partage d'informations pour assurer un accès transparent aux données sur l'aide et les résultats, en permettant ainsi plus de suivi et plus d'efficacité, avec des mécanismes aussi de redevabilité, en établissement des systèmes pour que les donateurs et les pays bénéficiaires rendent compte sur l'utilisation des ressources et de l'atteinte des objectifs. Globalement, pour conclure, je pense qu'il est possible de créer une synergie entre les priorités de développement des pays bénéficiaires et les politiques des donateurs. Les donateurs deviennent ainsi des partenaires qui soutiennent les priorités définies par les pays bénéficiaires eux-mêmes dans un cadre de confiance, dans un cadre de transparence et de responsabilité mutuelle. Le succès, donc, dépend autant de la qualité de ces relations que des ressources mobilisées. Je vous remercie.
Le président de la République, son Excellence, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, avait reçu en audience mardi matin à Séville, en Espagne, en marge de la deuxième journée de la 4e conférence internationale sur le financement du développement, la première ministre tunisienne, Mme Sara Zafarani Zanzari. L'audience a porté sur les moyens de renforcer les relations de coopération bilatérale, notamment dans les domaines de l'économie, du commerce et de l'investissement, en plus de l'examen des opportunités d'élargissement du partenariat dans les secteurs de l'enseignement supérieur, de l'infrastructure et des technologies de la communication. L'entrevue a reflété la profondeur des liens fraternels unissant les deux pays frères et la volonté de leurs dirigeants de promouvoir l'intégration du développement pour servir les intérêts communs de leur peuple frère. Le Premier ministre, M. Mukhtar Ould-Jai, a reçu en audience ce mardi au Premier ministère une délégation britannique conduite par l'ambassadeur de Grande-Bretagne à Nouakchott, son Excellence M. Guy Harrison, ainsi qu'un groupe d'investisseurs britanniques en visite en Mauritanie. L'audience a porté sur les relations de coopération existantes, les moyens de renforcer les échanges commerciaux dans divers domaines. L'audience s'est déroulée en présence du directeur du cabinet du Premier ministre, M. Cheikh Ould-Zeidan, et du conseiller du Premier ministre chargé du commerce et de l'industrie, M. Mohamed Abou Jelani. À l'issue de l'entrevue, le diplomate britannique a fait la déclaration suivante. On vient de finir une audience avec son Excellence le Premier ministre de la République islamique de Mauritanie. Je suis très content, je suis honoré d'avoir apporté, d'avoir amené une mission commerciale en Mauritanie. En effet, c'est la première mission commerciale britannique depuis 2012. C'est trop longtemps, mais je suis très, très content qu'on a amené des sociétés qui sont spécialisées dans les secteurs qui sont les priorités pour le gouvernement mauritanien, c'est-à-dire l'énergie, les infrastructures et l'agriculture. C'est un grand plaisir d'être en Mauritanie. On a déjà bien profité des contacts avec le gouvernement dans le ministère de l'économie et des finances et du ministère de l'énergie et du pétrole. On a été occupé aussi d'approfondir les contacts entre ces sociétés, ces entreprises britanniques et son homologue mauritanien. On est honoré d'explorer et d'identifier les opportunités et les partenariats gagnants-gagnants. Nous sommes engagés à continuer le soutien du gouvernement britannique et du secteur privé britannique en faveur de la croissance, en faveur du développement durable de ces pays très impressionnants. Le président de l'Assemblée nationale, M. Mohamed Bombo Maguet, et son homologue sénégalais Malik Ndiaye ont tenu une séance de travail ce matin à Dakar, la capitale sénégalaise. Les deux présidents ont passé en revue le niveau de coopération entre les deux institutions parlementaires et les moyens de les renforcer et de les développer. Ils se sont déclarés satisfaits de la qualité des relations fraternelles entre la Mauritanie et le Sénégal, saluant la volonté commune des dirigeants des deux pays, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani et M. Bachirou Diomaye Faye, qui aspiraient à faire de ces relations un modèle à suivre dans les régions et en Afrique en général. L'entretien s'est déroulé en présence du député de Rosso, M. Ahmed Beddine Fall, du conseiller de l'Assemblée, M. Mohamed Fall Ahmed, et du directeur du protocole et de la coopération de l'Assemblée, M. Ousmane Kamara.
La ministre tchèque de la Défense, Mme Jana Serkanov-Sernachova, a entamé ce mardi une visite de travail de 2 jours en Mauritanie. La ministre tchèque et la délégation qui l'accompagne ont été accueillis à l'aéroport international de Nouakchott par le ministre de la Défense, des retraités et des enfants des martyrs, M. Hanan Ol-Sidi, l'ambassadeur de Mauritanie en République tchèque, M. Boubacar Khan, l'ambassadeur de la République tchèque accrédité en Mauritanie, son Excellence M. Ladislav Skerik, et les officiers conseillers au ministère de la Défense, des Affaires de retraités et des enfants des martyrs ont assisté à la réception. Le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement original, M. Sidi Yahya El-Cheikh Noul Mrabat, a présidé aujourd'hui à Nouakchott le lancement d'un atelier de concertation et d'échange de vues pour l'élaboration d'une stratégie nationale de l'enseignement original organisée par le ministère en coopération avec le Fonds des Nations Unies pour l'enfance. Bokar Baylaba. La stratégie nationale de l'enseignement originel, une fois élaborée, permettra de restaurer le patrimoine culturel de la Mauritanie en général et contribuera à la préservation de l'enseignement originel en particulier. Et à cette occasion, le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, Sidi Yahya El-Cheikh Noul Mrabat, a déclaré que l'enseignement originel a fait de notre pays tout au long de l'histoire un lieu du savoir, des valeurs et de la morale. Il a souligné que cela exige la promotion et l'adaptation au rythme de l'ère moderne, car il constitue un patrimoine culturel, une source de fierté et d'honneur, un moyen de lutter contre toutes les idées déviantes et un moyen d'éduquer les jeunes et les tenir éloignés des comportements néfastes. Autre allocution, c'est celle faite par le représentant de l'UNICEF, Fonds des Nations Unies pour l'enfance, Kabir Alaoui, qui a déclaré que cet atelier représente une réelle opportunité de repenser globalement l'éducation en reconnaissant l'importance de l'enseignement originel et en lui fournissant le cadre approprié pour jouer pleinement son rôle dans le projet de réforme de l'éducation. Ensemble, la Mahadra mauritanienne joue un rôle majeur dans la formation des élites intellectuelles et religieuses en garantissant l'égalité des chances d'apprentissage pour chaque enfant dans le cadre d'une vision globale. Il a supervisé ce matin en compagnie des ministres de la fonction publique et du travail, M. Mohamed Bessouedat et son Excellence le ministre, et du ministre délégué auprès du ministère de l'économie et des finances chargé du budget, M. Kodioro Moussan Genor, le lancement de la formation de la première promotion dans le cadre du plan national de formation continue 2025-2029 qui couvre toutes les écoles de santé publique du pays. Ce plan vise à former au moins 7500 professionnels de santé sur 5 ans dans diverses spécialités de santé dans toutes les provinces du pays selon une vision globale axée sur le renforcement des capacités et l'amélioration de la qualité des services. C'est un compte-rendu d'Aminata Khan. Cette session de formation a pour objectif de former 7500 agents de santé dans diverses spécialités sur la base d'une vision axée sur le renforcement des capacités pour l'amélioration de la qualité des services de santé. Un plan qui va concrétiser les engagements pris par le président de la République dans le cadre de son programme électoral, dira le ministre de la Santé lors de son allocution. Il a ensuite souligné que l'élaboration de ce plan repose sur un diagnostic approfondi de la situation de la formation dans le secteur, les expériences précédentes formées sur des ateliers et des financements ponctuels s'étant révélées très limites. Il a dans ce cadre expliqué que le nouveau plan s'appuie sur un cadre national clair, une structure exécutive cohérente et un mécanisme régulier de suivi et d'évaluation, précisant que les thèmes de formation sont divisés en plusieurs axes, dont les aspects cliniques, techniques, administratifs et préventifs qui ciblent les médecins, les infirmiers, les sages-femmes, les techniciens, les formateurs et les cadres à tous les niveaux avec un financement conjoint entre l'État et ses partenaires techniques et financiers.
Dans ce cadre, il a indiqué que pour rapprocher la formation des employés, les cours seront organisés dans 5 écoles publiques de santé réparties géographiquement sur les 2 Hod, la Saba, le Tagan, le Brakna et le Trarza, en plus du Gorgol, de la wilaya du Guidimacha, de l'Adrar et du Tirizemour, appelant les bénéficiaires à adopter une nouvelle relation à la formation fondée sur la compréhension approfondie, l'application pratique et le transfert de connaissances au sein des institutions. Le directeur de l'École nationale supérieure des sciences de la santé a quant à lui indiqué que le lancement de la formation de la première promotion des bénéficiaires du plan national de formation continue pour la période 2025-2029 intervient pour concrétiser le programme du président de la République dont les détails de lancement et de suivi ainsi que de mise en œuvre sont supervisés par le ministre de la Santé, affirmant que l'engagement de l'École nationale supérieure des sciences de la santé à tout mettre en œuvre pour assurer le plus grand succès de cette présente session de formation. Après les discours et le lancement de la cérémonie, la délégation ministérielle a visité les salles de formation et les départements où logent les formateurs. Nous accueillons sur ce plateau pour en savoir un peu plus M. Cherbaï Cheikh Abdallah, directeur des ressources humaines au ministère de la Santé. Bonsoir Monsieur le directeur. Bonsoir. Et bienvenue à notre télévision. Pouvez-vous nous éclairer sur le contexte général de la stratégie nationale de formation continue pour laquelle la première promotion de bénéficiaires a débuté sa formation aujourd'hui? Ok, merci. Je tiens tout d'abord à remercier la télévision de Mauritanie pour m'avoir donné l'occasion de parler de ce plan national de formation continue qui a été lancé ce matin par son Excellence le ministre de la Santé. Mais je voudrais tout d'abord dire que la formation en général, la formation continue en particulier, constitue un axe principal du programme de son Excellence le Président de la République. Mon ambition pour la patrie est que cet axe prioritaire dans le programme du Président de la République a été décliné dans la politique générale du gouvernement présentée par son Excellence le Premier ministre devant le Parlement. Donc il s'agit, l'élaboration de ce plan de formation vient concrétiser donc l'engagement du Président de la République à accorder une importance particulière à la formation en général, mais aussi à la formation continue en particulier. Je voudrais dire que partant de ce constat, le ministère de la Santé a élaboré effectivement un plan de formation continue, un plan quinquennal de formation continue qui va s'étaler donc sur 5 ans, de 2025 à 2029. Ce plan de formation va toucher plus de 7500 agents du ministère de la Santé et il va se dérouler, les actions de formation prévues vont se dérouler au niveau des écoles de santé publiques. Nous en avons 5. Une école à Nouakchott qui va donc recevoir le personnel de Nouakchott, c'est-à-dire des DRAS de Nouakchott, mais des centres hospitaliers, mais aussi des régions de l'Inchiri, de l'Adrar, de Dakhlet Nouadhibou et de Tirizamou. Une école à Rosso qui va former donc le personnel des deux wilayas, de Barakna et de Trarza. Une école à Sidi Babi pour la formation du personnel du Gorgol et du Guidimara. Une école à Kifa qui va former le personnel de la Saba et du Tagan, et une école à Nema qui va assurer la formation du personnel des deux Hod, du Hod Sharqi et du Hod al-Gharbi. Donc il s'agit d'un plan de formation qui va toucher pratiquement la majorité du personnel du ministère de la Santé et qui va donc être organisé au niveau des écoles de santé publique sur le territoire national. C'était donc, voilà ma question, dans quelle mesure cette formation contribuera-t-elle à améliorer l'efficacité et la réadaptation du personnel? Bon, il faut dire que la formation continue, elle est très importante, à plus d'un titre. Tout d'abord, elle va permettre d'adapter les connaissances, les compétences du personnel aux exigences de l'emploi, mais aussi au changement organisationnel, au changement du métier. Donc elle est extrêmement importante comme mesure d'adaptation des connaissances et des compétences, mais elle va aussi contribuer à l'amélioration sensible de la qualité des soins et des services prodigués aux populations. Donc, en réalité, la formation vient combler les déficits en compétences, c'est-à-dire qu'il faut
Elle vient combler l'écart entre les compétences acquises par le personnel et les compétences requises ou demandées par le poste qu'ils occupent. Donc je pense que c'est extrêmement important d'adapter ces connaissances en permanence et de permettre donc au personnel de la santé de suivre un peu l'évolution technologique, mais aussi l'évolution des métiers et des postes qu'ils occupent. Avez-vous un message à transmettre au personnel ciblé et quel rôle peut-il jouer dans sa réussite? Bon, je pense que je vais exhorter l'ensemble du personnel du ministère de la Santé de profiter de cette opportunité qui leur est donnée, d'adapter leurs connaissances, leurs compétences, d'améliorer aussi le rendement au niveau des services et des postes qu'ils occupent. Je pense que c'est une très bonne chose. Donc il faut acquérir les connaissances nécessaires, mais aussi il faut concrétiser ces connaissances dans la pratique tous les jours. Et il faut bien évidemment aussi respecter les malades, les usagers en général des structures sanitaires. Donc c'est une occasion que je leur demande donc de saisir et de profiter amplement des connaissances qui leur seront données. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Je rappelle que vous êtes le directeur des ressources humaines au ministère de la Santé. Merci beaucoup. Je vous en prie. La ministre de l'Action sociale, de l'Enfance et de la Famille, Mme Safia Mtentaha, a supervisé ce mardi à Nouakchott, en compagnie du ministre de la Transformation numérique et de la modernisation de l'administration, M. Ahmed Sahel Oulbouda, la cérémonie de lancement de la plateforme Toumohi Ebshir pour la numérisation des services de l'action sociale de l'enfance et de la famille. Cette plateforme représentera un lien et une porte d'espoir pour les catégories vulnérables, les femmes ambitieuses, les mères en quête de soutien, les enfants handicapés et tous ceux qui frappent à la porte du secteur et la recherche d'égalité et de dignité. C'est un compte-rendu de Yad Alifal. La ministre de l'Action sociale, de l'Enfance et de la Famille, Mme Safia Mtentaha, en compagnie du ministre de la Transformation numérique et de la modernisation de l'administration, M. Mohamed Salim Bedr, a supervisé à Nouakchott la cérémonie de lancement de la plateforme Toumohi Ebshir, dédiée à la numération des services relevant de son département. Dans un mot prononcé à cette occasion, la ministre a déclaré que cette nouvelle plateforme se veut en lien direct et une porte d'espoir pour les catégories vulnérables. Elle est destinée, selon elle, aux femmes ambitieuses, aux mères en quête de soutien, aux enfants en situation de handicap, ainsi qu'à toutes les personnes qui sollicitent le ministère pour plus d'équité et de dignité. La ministre a souligné que cet outil numérique constitue une avancée concrète pour rapprocher les services publics des citoyens, notamment ceux qui longtemps sont restés en marge du système de soutien, d'accompagnement et d'accès aux prestations sociales. La ministre a ici des explications détaillées sur l'organisation et le fonctionnement de la plateforme, qui marque une nouvelle étape dans la transformation digitale des services sociaux dans notre pays. Le secrétaire général du ministère de la Justice, M. Mohamed Ahmed Aïd, a supervisé aujourd'hui à Nouakchott le lancement d'un atelier de formation sur la coopération pénale internationale, la lutte contre le terrorisme et le crime organisé. L'atelier de 3 jours réunira des procureurs, des juges d'instruction, des policiers et des officiers de police judiciaire. Memounalo. Renforcer les capacités des acteurs judiciaires en matière d'entraide pénale internationale dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée, afin d'améliorer la gestion et la coordination avec l'ensemble des acteurs concernés dans la chaîne pénale. Tel est l'objectif de cette formation au profit des juges, des procureurs, des greffiers et des officiers et des autorités judiciaires. Dans son allocution, le secrétaire général du ministère de la Justice, Mohamed Ahmed Aïd, a affirmé que la Mauritanie a désormais complété son arsenal juridique en matière de droits de l'homme, notamment par l'activation du système d'aide judiciaire. Il a précisé que, dans ce cadre, le ministère de la Justice a récemment instauré une autorité centrale représentée par le Bureau de la coopération judiciaire internationale, rattaché à la direction de la coopération. Cette structure vise à superviser et à accélérer le traitement des dossiers de coopération judiciaire, qu'ils soient entrants ou sortants. Le secrétaire général a également exprimé sa gratitude au programme ACLEP G5 pour l'appui technique précieux apporté au secteur de la justice. De son côté, la directrice du programme d'appui à la force conjointe du G5 Sahel a exprimé sa satisfaction de s'adresser aux participants au nom de France Expertise et de l'Union européenne. Dans le cadre du programme ACLEP G5, c'est le programme d'appui aux composantes légales et prévotales
de la force conjointe du G5 Sahel, nous appuyons avec le financement de l'Union européenne les acteurs qui concourent à la judiciarisation du théâtre des opérations militaires de la zone d'intervention de la force conjointe dans les pays du G5 Sahel. Les acteurs de la chaîne pénale judiciaire sont un élément clé dans cette lutte contre le terrorisme, contre la criminalité transnationale organisée, pour contribuer justement au renforcement de l'état de droit et au respect des droits de l'homme et du droit international humanitaire. Durant ces 3 jours, les participants recevront des présentations théoriques et pratiques faites par des experts sur le thème de l'atelier afin de leur permettre d'améliorer leurs capacités professionnelles en plus d'une présentation préparée par le Bureau de la coopération judiciaire internationale du ministère de la Justice. Au total, 116 384 candidats, dont 53,22% des filles, ont débuté ce mardi les épreuves d'entrée en première année du secondaire dans 1400 centres répartis dans toute la Mauritanie, en plus d'un centre ouvert à Bamako. Bokar Baylapa. Les autorités administratives étaient là pour s'enquérir du déroulement des épreuves. C'est le cas de la wilaya de Nouakchott-Ouest où le wali Rabbi Rabou Bounenaoud Abidine a suivi des explications sur l'approche adoptée pour la surveillance et la supervision pour assurer le déroulement des épreuves dans une atmosphère de sérénité et de professionnalisme pédagogique. Ainsi, le directeur régional de l'éducation indique que toutes les mesures techniques et organisationnelles ont été assurées pour garantir que le concours se déroule dans de bonnes conditions. Certains candidats ont parlé des sujets qui leur étaient proposés et de leur pertinence par rapport à ce qu'ils étudiaient. Cap sur la wilaya de Nouakchott Nord. Là aussi, l'heure était aux examens du concours d'entrée en première année du secondaire. Sur place, la Walid Faïla Mohamedan a souligné que les autorités n'ont ménagé aucun effort pour assurer la réussite de l'organisation du concours. Le directeur régional de l'éducation au niveau de la wilaya de Nouakchott Nord a lui aussi mis en exergue les efforts déployés par les services compétents afin que le concours se déroule dans des conditions optimales. Même atmosphère dans la wilaya de Nouakchott Sud où le Wali Cham Jakaria est allé s'informer du déroulement des examens. Sur place, il a été édifié sur la nature des épreuves et les efforts déployés pour que les examens se déroulent dans de bonnes conditions. D'ailleurs, il a souligné l'importance du concours qui permet aux élèves d'entrer dans le secondaire, haute étape de leur cursus scolaire. Le directeur régional de l'éducation au niveau de la wilaya de Nouakchott Sud, le maire de la commune de Riyad et le président de l'association de parents d'élèves ont souligné l'importance qu'accorde le département de l'éducation aux examens nationaux en tant qu'étape décisive pour les élèves passant de l'enseignement fondamental à l'enseignement secondaire. Voici à présent, mesdames et messieurs, le rappel des titres. Le président de la République regagne Nouakchott en provenance de Séville, en Espagne, où il a participé à la 4e session de la conférence internationale sur le financement du développement. Lors de sa participation à une session de discussion de haut niveau sur l'avenir de la coopération internationale, le président de la République souligne la nécessité de reconstruire la solidarité mondiale sur des bases plus justes et plus efficaces. Le Premier ministre reçoit une délégation d'investisseurs britanniques. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. Je vous souhaite une excellente suite de programme sur le Mauritanie.